Bonjour les héros. Alors aujourd'hui, c'est un interview. Alors c'est le deuxième sur la chaîne YouTube Andy et Rose, mais le premier qui concerne une personne en situation de handicap. Alors elle s'appelle Florence, elle a 52 ans et une volonté à toute épreuve. Allez, c'est parti les héros. Générique. Alors Florence a la maladie de Little. La maladie de Little, aussi appelée infirmité motrice cérébrale, IMC, est due à une lésion dans le cerveau durant la période périnatale ou anténatale. Alors c'est avant ou après ou pendant l'accouchement. Alors ça peut être aussi un enfant qui naît prématurément, à 8 mois ou je ne sais quoi. Alors l'apport en sang d'oxygène est altéré, donc soit il y en a plus, soit il y en a très peu qui passent. Donc au final, ça peut être aussi dû à une hémorragie aussi. Hein. Donc voilà, donc ça c'est très très difficile parce qu'au final l'enfant naît avec des très gros troubles. Et donc je pense que Florence va vous expliquer ça un peu mieux que moi. Oui, alors là c'était plutôt pour le côté médical, hein. D'accord. On va dire ça comme ça. Bon on commence l'interview. Durant ton enfance, tu as dû avoir beaucoup de soins médicaux, enfin peut-être des opérations, je ne sais pas. Oui, effectivement, c'était surtout de la kiné, très très tôt, parce qu'effectivement, les premiers signes, même si on avait quelques doutes, parce que la grossesse s'était pas très bien passée, justement. Et donc il y avait déjà eu des problèmes pendant la grossesse, oui. C'est pas seulement à la naissance, quoi. Oui, pendant la grossesse. Et donc je suis un bébé aussi dit grand prématuré. Et mais bon, les médecins avaient essayé de rassurer, de se dire que que peut-être que ça se passerait bien au niveau de l'accouchement, tout ça. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, on s'est vite aperçu que je manquais beaucoup de tonus et de force en fait pour me tenir en fait. Et donc on s'est vite aperçu qu'il y avait donc des lésions cérébrales et donc qui touchaient spécifiquement la coordination des mouvements et puis la possibilité de se tenir progressivement comme un bébé en position assise, et j'avais les mains et les bras très 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 rigides. Donc dans un premier temps, on s'est occupé en kiné des membres supérieurs. Et donc j'ai commencé très très tôt la kiné, au bout de quelques mois, hein, je pense, de vie. Et moi j'ai pas de souvenirs très très précis, mais on m'a dit que un des conseils qu'on avait donné à mes parents, justement, comme j'avais les mains, enfin les doigts très très serrés, c'était de mettre du rouge aux ongles au niveau des ongles pour que je sois tentée bébé de bouger les doigts et de regarder mes doigts. Donc ça me faisait une petite gymnastique. Et donc la priorité, ça a été les membres supérieurs dans un premier temps. Et ensuite, la grosse difficulté, c'était effectivement s'assurer que je puisse tenir debout et que je puisse éventuellement marcher dès que possible. Donc je pense que j'ai marché plus tard qu'un enfant n'ayant pas de soucis de santé, évidemment. Mais ce fut possible grâce notamment à des cannes tripodes qui permettaient... donc il y avait 4 petits appuis au sol au niveau de la canne et qui permettaient une petite stabilité.
Et tu as commencé à marcher à quel âge? Parce que là, les cannes, c'est vraiment au moment où tu as Ouais. pu commencer à te lever. Je pense que j'ai dû pouvoir marcher à peu près correctement vers 4 ans. Et les cannes, donc c'est à partir de ce moment-là? Oui, oui, j'imagine qu'avant 4 ans, parce que déjà la coordination des mouvements, pouvoir marcher, bouger les cannes en même temps, oui, je pense pas qu'avant 4 ans ça a été possible. Mais j'étais déjà scolarisée dans une école qui assurait en même temps les petits cours de maternelle, on va dire. Et puis il y avait toute une spécialité de soins, donc la kiné, il y avait l'ergothérapie, l'orthophoniste. Bon, l'orthophoniste, j'ai pas dû en faire beaucoup. Ah bon, pourquoi? Parce que peut-être que les séquelles les moins importantes, c'était justement au niveau du langage et de la parole. Oui, donc tu as réussi à parler assez tôt quand même. Ça, il n'y avait pas de souci. Tu étais une grosse bavarde déjà? Oui, je pense qu'en étant petite, j'étais moins réservée. En étant adulte, à mon avis, je parle moins. Mais en étant petite, oui. J'ai vu des films où je me reconnais pas. Je me dis, mais c'est sûr que c'est la même petite fille. Et donc, c'est vrai que c'est toujours pareil, quoi. Quand il y a la prise en charge, plus elle se fait tôt, plus on a une petite chance, enfin, dans la mesure du possible, parce que parfois les lésions sont trop importantes. Mais dans mon cas, il y avait quand même un espoir de progression si j'étais pris en charge médicalement le plus tôt possible. Donc on boit un petit coup avant de reprendre. À quel âge tu as compris que tu étais différente des autres? Est-ce que c'est assez tôt? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait par rapport aux autres enfants? Est-ce que tu as été en contact avec les enfants très tôt ou juste quand tu es rentrée à l'école à 4 ans? Enfin, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'effectivement, peut-être plus tôt que 4 ans quand même, la scolarisation, parce que donc c'était une école qui n'était pas très loin de chez moi. C'était une école dite entre guillemets normale? Non, c'était spécialisé? Oui, jusqu'à l'âge de 6 ans, 6 ans et demi, j'étais donc dans ce centre pour enfants IMC. C'était quand même une petite structure, mais on avait quand même tous, on était classifiés entre guillemets tous comme des enfants ayant une infirmité motrice cérébrale à différents degrés. Parce que effectivement, je pense que parmi tous ces enfants, j'étais entre guillemets la plus chanceuse. Bon, ce qui veut dire le niveau de la problématique, la souffrance, on va dire la souffrance des autres enfants. Parce que si toi tu dis que déjà ça allait par rapport aux autres, ça doit être très, très. Quand on voit ça, on doit se dire, on se dit quoi quand on voit qu'il y a pire que soi au final? C'est vrai qu'à l'époque, je faisais pas trop la différence, quoi. Mais bon, je pense que quand même, c'est surtout au niveau du langage et peut-être de la marche aussi. Finalement, petit à petit, j'avais un peu plus de facilité, quoi. Même si mes lésions à moi étaient quand même assez importantes. Parce que c'est vrai que si on compare avec un enfant n'ayant pas ces problèmes-là, c'est flagrant. C'est flagrant. Donc c'est vrai que moi dans ma famille j'avais pas mal d'enfants, on était un petit peu à peu près du même âge, à 5 ans près, quoi. Et bon, c'est vrai que les enfants de ma famille étaient assez bienveillants, quoi. Pareil, quand j'avais des activités l'été, parce que je les voyais souvent l'été, parce que ma famille est de province en fait, donc les enfants de ma famille, je les voyais souvent l'été. Et donc, quand on allait se promener dans les parcs et tout, ils m'aidaient à faire du toboggan, de la balançoire. Mais c'était les enfants de ma famille. Et les autres enfants qui ne me connaissaient pas, bon, ça pouvait être parfois un peu plus difficile, quoi.
Mais bon, après, il suffisait qu'un adulte ou moi-même leur explique un petit peu et ça allait mieux après. Alors, ton cheminement à l'école s'est passé comment? Est-ce que tu as suivi une scolarité quand même relativement classique? Oui, jusqu'à 6 ans et demi, parce que je suis née en fin d'année. Je suis née au mois d'octobre, donc bon, il s'était dit qu'on allait pousser jusqu'à 6 ans. Parce que justement, au niveau de la stabilité, de la marche, bon, ça allait, mais... Ah, tu veux dire, jusqu'à 6 ans, tu étais encore en école? Oui. Et donc à 6 ans et demi, voire 7, bon, comme j'étais née en octobre, bon, il n'y avait pas trop de retard, on va dire, au niveau de la scolarisation. Ils ont attendu que je puisse marcher suffisamment correctement toute seule pour pouvoir intégrer un milieu scolaire ordinaire. Parce que le souci, c'est que dans cette école, tout était bien adapté, mais pour ce qui correspondait aux cours qui pouvaient correspondre au CP, bon, bah, les cours étaient à un niveau un petit peu plus bas, puisque la plupart des autres enfants n'avaient pas la possibilité de progression de l'apprentissage. Donc, bah, évidemment, c'était adapté à la majorité des enfants, mais comme il s'était aperçu qu'au niveau, on va dire, cognitif et de l'apprentissage de la parole, j'avais pas de problème en fait. Il a conseillé à mes parents d'essayer de me scolariser ailleurs. Je continuais à faire la kiné là-bas, le mercredi, je crois, j'y retournais. Mais sinon, la scolarisation, elle s'est faite en école privée, près du lieu de travail de mes parents, puisqu'ils m'accompagnaient le matin en voiture. Et ça rassurait aussi la direction de l'école de savoir qu'ils n'étaient pas trop loin si jamais il y avait un problème. Et donc, donc ça c'était en école primaire, donc tu étais uniquement dans une seule classe. Et comment ça s'est passé quand tu es arrivé au collège où on change de classe à chaque cours? Bah, en fait, je me souviens que au moment de l'heure de la cantine ou de la sortie, l'entrée des cours, je rentrais un petit peu en avance pour éviter la bousculade dans les escaliers, parce qu'en fait, les salles de classe au collège, en tout cas, oui, il y en avait pas mal qui étaient à l'étage. Donc je me souviens avoir monté pas mal et descendu pas mal de marches d'escalier. Et moi, c'était pareil, au collège, comme je marchais pas bien à l'époque, bah, en fait, je rentrais en classe avant tout le monde aussi, où je restais au premier étage parce que pratiquement tous mes cours étaient au premier. Donc je montais une seule fois les escaliers, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur dans cette école. Et je restais en haut et j'avais une chaise qui m'était attribuée et je restais. Et c'est souvent les gens qui me portaient, enfin les élèves qui me portaient mon cartable. Oui. Je sais pas toi, mais moi, j'avais des porteurs. Bah, c'est la même chose pour moi en fait. C'était sympa quand même, parce que ça prouve que ils étaient solidaires. Oui, c'est ça. Et j'ai le souvenir aussi particulièrement de cours d'éducation physique, de gymnastique, où comme je pouvais pas faire au collège, hein, je parle, comme je pouvais pas faire le programme des autres élèves, en fait, voilà, monter à la corde, enfin tout ça, courir sur un terrain de... Oui. Bah, en fait, un des profs avait eu l'idée, parce qu'il m'avait dit qu'est-ce qui te pose un peu de problème. Alors je lui dis bah c'est un peu appréhender la distance dans l'espace et les mouvements, parce que j'ai toujours eu des difficultés, par exemple, à lancer une balle, à la recevoir, tout ça. Donc il avait eu l'idée d'amener une table de ping-pong. Et pendant le cours de gym, bah, il y a un des élèves qui venait jouer au ping-pong avec moi. Et au début, je ratais toutes les balles et en fait, j'avais progressé. Hein. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Avec l'assiduité, tu devais quand même avoir pour la coordination des mouvements. Je trouve que c'est un bon exercice. Et il avait une super idée, ce prof, hein, quand même.
Ouais, c'est vrai parce que il me dit ça m'embête quand même que tu puisses pas participer et en discutant avec moi, il m'a dit bon on va essayer ça et franchement bah pareil le petit copain ou la petite copine qui s'était désigné pour venir jouer au ping-pong, il était content. Bon c'était peut-être un ou une qui aimait pas trop la gym. Il y en avait toujours un qui disait ouais moi je suis volontaire, il n'y a pas de souci. C'est ça qui préférait venir jouer au ping-pong. Ça, je pense hein, que c'était pas une punition pour lui. Il disait ah bah au moins je vais échapper à courir. Ah tu m'étonnes, c'était plus sympa quand même. Et sinon après, enfin, au niveau de ta scolarité, quand tu as dû choisir le métier que tu voulais faire, est-ce que tu l'as choisi ou est-ce que tu as été un peu limité sur le choix des métiers? Oui, je pense qu'effectivement j'étais limitée dans le sens où c'était plutôt une profession où je devais rester assise en fait. Bon ben comme pas mal de petites filles, quand j'étais vraiment toute jeune, je me disais ah j'aimerais bien être institutrice, des choses comme ça. Et puis finalement bah, beaucoup plus tard, quand j'ai terminé le lycée, on m'a dit bah, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je dis bah, oh, bah, j'aimerais bien faire du droit par exemple. Voilà, parce que oui, on s'imagine que le droit, ben, ouais, c'est connaître ses droits, défendre, se défendre. Et puis, donc j'ai fait des cours de droit et puis bon, c'est vrai que je voyais bien que effectivement il fallait quand même un travail qui soit adapté à mes soucis de station pénible, debout et de marche. Donc bon, ben, j'ai envisagé quand même assez rapidement un emploi de bureau. Donc je ne suis pas devenue institutrice, mais j'ai suivi des cours de droit. Et puis, en suivant des cours de droit, il y a un prof qui faisait du droit social et qui nous a dit, bon après, voilà, on n'était pas obligé de l'écouter, mais il nous a dit, vous savez, et c'était quand même il y a bien longtemps déjà, mais il nous a dit, vous savez, d'ici 5, 6 ou 7 ans, le marché du travail va se restreindre, ça va être très difficile de trouver de l'emploi. Et bon, moi je pense qu'en étant né en 70, bah, bon, on va dire que j'ai commencé à chercher du travail vers l'âge de 25 ans parce que juste avant de commencer à travailler, j'ai été opérée du tibia et du genou. Donc juste après les études, j'ai eu 1 an et demi où j'ai dû m'occuper de ma santé. Et donc je suis arrivée à l'âge de 24 ans, on va dire. Et donc je me souvenais de ce qu'avait dit ce prof. Et je dis bon, bah, je vais essayer de rentrer dans la fonction publique. Et tout à fait par hasard, une dame m'avait dit bah, essayez d'appeler le bureau du recrutement de la mairie de Paris. J'ai appelé une fois, je m'étais fait un peu fermer la porte. On m'avait dit bah non, il n'y a pas de possibilité d'embauche. La dame me dit bah c'est pas grave, rappelez une deuxième fois. Et puis cette deuxième fois, c'est une autre personne qui m'a répondu et qui m'a dit ah bah oui, je vais voir ce que je peux faire, je vais me renseigner. Et puis finalement, elle m'a obtenu un rendez-vous avec une chef de service qui à ce moment-là avait besoin d'une personne dans un secrétariat pour aider la personne qui était en poste. Et ça a commencé comme ça. Donc tu es rentrée en tant que sans concours en fait, ou tu as passé un concours après? La première période de 3 ans, c'était à l'époque un contrat aidé. À l'époque, ça s'appelait contrat emploi solidarité. Bon, maintenant ça a changé de nom, mais à l'époque c'était ça. Ensuite, au bout des 3 ans du premier contrat, on m'a proposé de me garder comme emploi, on va dire, c'est les emplois pour les personnes handicapées en fait. Donc là j'ai eu
donc le grade d'adjoint administratif comme les autres collègues. Et puis en 2001, il y a eu un nouveau maire qui est arrivé, je crois que c'était Bertrand Delanoë à l'époque. Et je pense qu'il y a un monsieur avec qui j'avais des contacts dans le cadre du travail qui devait être au courant qu'il y aurait une résorption de l'emploi précaire. Et il m'a dit, passez le concours, comme ça vous aurez un meilleur salaire et vous serez un peu plus haut au niveau des grades, quoi. Et effectivement, cette année-là, quasiment tous les gens qui se sont présentés au concours, qui travaillaient déjà à la mairie, ont été nommés au grade supérieur. C'est vrai que souvent, à l'occasion de l'arrivée ou du départ d'un maire, il y a un petit coup de pouce au niveau des salaires ou des emplois. Maintenant, il y a beaucoup moins de concours, il y a beaucoup moins de postes à pourvoir, parce qu'ils essayent comme partout de résorber la masse salariale pour faire des économies de dépenses publiques. Après, tant que c'est pas dans les hôpitaux, mais malheureusement, les hôpitaux ou dans l'éducation nationale, parce que là c'est particulièrement choquant de sabrer les effectifs dans les hôpitaux et l'éducation nationale, c'est choquant. C'est vrai qu'on est un petit peu à la peine aussi, parce qu'il y a de plus en plus de travail. On fait un travail dans l'urbanisme, donc les gens qui demandent l'autorisation, le permis de construire, tout ça, ou les commerçants aussi, les terrasses, les étalages, les terrasses de café, étalages, enseignes, les terrasses estivales aussi qui ont été créées suite au Covid. Il y a beaucoup de travail, donc on aimerait bien avoir quelqu'un en plus pour chaque spécialité. C'est pas possible, mais c'est moins grave que pour un hôpital ou une école. Ouais, je pense que les gens qui ne sont pas confrontés vraiment à l'hôpital ne se rendent pas compte vraiment de la problématique, parce que bon, de toute façon on sera tous confrontés un jour, parce que les gens vieillissent, l'hôpital on en aura plus besoin. Parce que, forcément, quand on vieillit, là on est à un âge encore un peu charnière, 50 ans c'est ni trop vieux ni très jeune, mais où ça va encore. Mais c'est vrai qu'on a intérêt au minimum, des fois c'est embêtant, mais de continuer la kiné, ou enfin des choses qui nous permettent que notre état ne s'aggrave pas, quoi. Oui, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire en priorité, parce qu'effectivement il ne faut pas perdre en force musculaire. Bon, on n'a pas les mêmes problèmes, mais c'est musculaire aussi. Là je me souviens, le confinement en fait, ça a été assez terrible, parce que je ne me rendais pas compte comme quoi l'absence de kiné pouvait avoir des conséquences. Je pense que toutes les personnes qui ont de la kiné et qui n'en ont pas eu pendant presque 2 mois s'en sont rendues compte en fait. Toi comme moi, on en a souffert, quoi. Au début ça allait, on se disait oh ça va. Et puis au bout de 3-4 semaines, on s'est dit... On se dit c'est bien, on se repose, mais en fait il ne faut pas que se reposer, il faut aussi se soigner. Ouais, il faut travailler ses muscles, il faut travailler sa coordination. C'est vrai que ça, le confinement a été vraiment terrible pour beaucoup de gens en situation de handicap ou les personnes âgées de toute façon. Sur l'emploi, est-ce que tu t'es senti discriminée? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des collègues? Est-ce que tu as été bien accueillie? Est-ce que tu as eu un aménagement de poste? Ou est-ce que tu as vu dans le temps qu'il y avait plus de facilité pour demander des aménagements de poste par rapport au début quand tu as commencé à travailler, par exemple? En fait, c'est vrai que c'est pas forcément facile, parce que on se rend compte que le handicap a ses conséquences et qu'on travaille moins vite que ses collègues. En règle générale, les chefs de service étaient plutôt bienveillants. Bon, les collègues, forcément, ça leur ajoutait quand même un petit peu de travail, parce que forcément, j'avais pas le même rythme, et donc fallait peut-être compenser certaines choses que je pouvais pas faire. Le fait d'avoir un caractère plutôt agréable, et justement de pas rentrer dans les futilités du bureau, et de faire son travail. Ce qu'on ne peut pas m'enlever, c'est le courage, effectivement, et de se dire que... Ouais, je confirme. Pour moi, tu es une personne hyper courageuse, volontaire, et puis tu es agréable. C'est vrai que
qu'on ne peut pas se mettre en conflit avec toi, c'est pas possible. Et bon, des fois, moi, je me considère parfois comme trop discrète, mais je pense que c'est une qualité qui est aussi appréciée en général des gens qui me connaissent. C'est vrai que parfois, j'ai du mal à me mettre en avant, tout ça, mais bon, c'est comme tout trait de caractère. Il y a les avantages et les inconvénients. Ça peut être à la fois un défaut et une qualité. Enfin, moi, des fois, j'ai l'impression, non, c'est pas une impression, mais que quand on est en situation de handicap, on ne doit jamais se plaindre ou montrer qu'on a une faiblesse parce que ça peut être mal pris. Et puis surtout de ne pas avoir d'arrêt de travail pour pas avoir de problème en disant bah elle sera toujours en arrêt de travail, donc on ne prend pas des personnes handicapées. Oui. T'as pas cette impression d'avoir l'obligation d'être plus forte pour qu'on puisse après aussi prendre d'autres personnes handicapées C'est vrai que j'ai parfois un peu du mal à comment dire, parce que c'est vrai que souvent en fin de semaine je suis un peu fatiguée et c'est vrai que je me dis souvent que je prends pas assez de temps de repos, hormis les week-ends évidemment, que je fais pas assez de pauses dans l'année pour me reposer, quoi. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, à 50 ans on n'est pas vieux mais on n'est plus non plus tout jeune. Et depuis que j'ai eu ces 50 ans, bah, passé, a priori, je me dis, t'es fatigué ou t'as mal quelque part, c'est normal, t'as 50 ans. Alors qu'avant, ça me contrariait beaucoup. Mais quand je voyais que j'avais moins travaillé que les collègues, j'étais contrariée. Et là maintenant, je me dis, non, vas-y, à ton rythme. Et bon, c'est pareil, par exemple cet été j'étais toute seule pendant une semaine et bon, j'ai la chance d'avoir une chef de bureau bienveillante parce que d'habitude elle vient pas spécialement me voir, elle est occupée, mais là cette semaine-là elle est venue quasiment au moins 2 fois par jour pour me demander si ça allait. Tu fais ce que tu peux, si c'est pas fini on verra la semaine prochaine quand la collègue rentrera. Et elle me dit, moi, ce qui m'importe, c'est toi, que tu ailles bien. Je dis, c'est sympa. Ça fait plaisir hein, quand on entend ça quand même. On se dit, bon, t'as pas plus envie justement de lui montrer que tu es capable parce que tu veux qu'elle soit contente. Ah oui, ça forcément, mais elle voyait quand même que j'avais à cœur de terminer ce que j'avais à faire parce qu'elle a bien vu que cette semaine-là, j'étais partie un peu plus tard que d'habitude. Et justement, je voyais qu'elle était un peu contrariée, mais bon, après, je pense qu'elle a dû comprendre que bon, il fallait me laisser faire comme j'avais prévu de le faire, et qu'elle s'est sans doute dit que quand les collègues reviendraient, j'aurais un rythme une journée moins longue et que ça rentrerait dans l'ordre. Même si on me demande de lever le pied, je ne vais pas forcément le faire. Dès que ma collègue est revenue, je me suis quand même dit que il fallait que je ménage un peu plus ma monture pour tenir. Alors on va partir sur autre chose. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais en dehors du boulot? Parce qu'on a parlé beaucoup de boulot, handicap, tout ça. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Je pense qu'on a besoin de se distraire. Alors c'est quoi tes distractions en général? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du boulot, tout simplement? En fait, en dehors du boulot, à la fin de la journée, comme tout le monde, on mange et puis on dort un peu, on essaye de bouquiner, mais j'ai un petit peu de mal, je lisais beaucoup plus avant. Alors je ne sais pas si c'est lié aussi maintenant au téléphone, qu'on a tendance à vouloir regarder les petits jeux aussi, peut-être. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut que j'apprenne à gérer la fatigue, parce que je me dis que si j'étais moins fatiguée, je pense que j'aurais plus de facilité à me remettre dans la lecture. Je pense aussi qu'il faudrait que peut-être que, bon là tu travailles à 90%, c'est ça? Oui. Il faudrait peut-être que tu diminues ton temps de travail pour pouvoir, parce que la vie c'est aussi d'être bien en se reposant, parce que c'est important dans ce genre de pathologie, mais c'est aussi important pour le moral d'avoir des activités extra-professionnelles en fait. Et donc heureusement, parce que je suis consciente que plus les années passent, plus je suis un peu casanière. Et donc heureusement j'ai la possibilité
grâce à une prof de théâtre que j'avais depuis longtemps, de faire un cours avec sa compagnie l'après-midi par semaine. C'est l'après-midi où je travaille pas. Et donc ça me permet de me distraire et puis d'avoir des amis que je vois régulièrement. Ça permet d'avoir des contacts et puis de se détendre et justement de travailler aussi un petit peu sur la timidité, parce que bien que là je suis très étonnée parce que je pensais que j'aurais rien à dire. En fait, t'es une grosse bavarde, tu le sais quand même. Mais je me dis, c'est peut-être aussi grâce à toutes ces années, même si j'en ai pas fait en continu, c'est peut-être aussi grâce à cette activité-là qu'il en reste des prémices. Non, mais de toute façon, je pense que quand tu es en confiance, c'est bon que tu parles. Oui, mais il faut pas qu'on soit trop nombreux, c'est tout, je pense. Exactement. En petit comité, ça se passe mieux. Donc c'est quand même un signe de timidité. Quand il y a du monde, c'est plus dur. Et donc aussi l'activité de loisirs créatifs de Carrie. Je me dis, bon, au moins ça te fait sortir de chez toi et puis tu vois des copines. Donc c'est vrai qu'en ayant ces deux activités, je savais, me connaissant, qu'il fallait que je m'inscrive. Parce que je me dis, il faut que tu sortes de ton quotidien. Et je savais que pour plein de raisons, c'était une chance en fait. C'est qu'il fallait saisir cette chance-là. Et donc je crois que j'ai bien fait. Puis même si on est bien à la maison, moi je suis bien chez moi, je me repose, mais on a besoin de sortir de chez soi et de ne pas penser à ce que j'ai à faire dans la semaine. Vraiment penser à autre chose que le quotidien. Alors, quels sont les livres qui t'ont le plus marqué dans ta vie? Alors, je vois que tu nous as ramené Antigone de Jean Anouilh et Jean-Paul Belmondo. Alors, je te laisse me dire... tu racontes pas l'histoire, je pense que tout le monde connaît l'histoire, mais dis-moi plutôt ce que tu as ressenti et pourquoi ces deux livres que tu as amenés aujourd'hui. Oui, en fait, justement, j'ai eu la chance, ça a été un petit peu dur pour revenir à la scolarité, mais d'être scolarisée dans un bon établissement. Et on avait une prof de français qui nous avait fait découvrir Antigone. Donc c'était à l'époque de mon adolescence, je sais pas, je devais avoir 13 ou 14 ans. Et donc on avait donc lu le livre et on était allé voir, elle nous avait emmenés au théâtre et je crois que c'était la première fois de ma vie. Voilà, donc c'est une de mes premières lectures associées à une pièce de théâtre qui m'a marquée. Mais il y a peut-être 5 ou 6 ans, je suis allée dans un théâtre dans le 19e où il y avait à nouveau une représentation d'Antigone. J'avais acheté donc un petit livre de poche. Apparemment, c'est avec l'aide d'un écrivain, évidemment, Jean-Paul Belmondo, raconte son parcours de jeunesse personnelle et de comédien. C'est quelqu'un qui m'a marqué toujours par sa joie de vivre et par sa gentillesse en fait. C'est un homme, un acteur qui m'a toujours inspirée et j'ai une grande admiration pour lui. Tu as un mot à dire à la fin ou ça va, tu te sens bien? Je t'ai pas traumatisée non, ça va, avec mes questions? J'espère que j'ai pas trop répété souvent la même chose. De toute façon, il y a des coupes après. J'ai pas trop l'habitude d'être filmée ou interviewée, donc ça aurait été un agréable moment aussi pour vous. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Je dirais c'est un peu bateau, mais c'est le plus important, c'est la santé et de garder sa joie de vivre et d'être bien entouré, de se sentir à l'aise avec les bonnes personnes. Super, je te le souhaite. On trinque? Oui. Avec du thé, hein. Oui. C'est toujours avec du thé quand même. Hein. Oui. Il est très très bon d'ailleurs. Merci Florence. Merci Carrie.